Swear. Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Podcast un peu particulier puisque oui, je suis tout seul comme vous voulez, puisque Rust est parti en vadrouille pour vous récupérer de, je l'espère, très beau contenu. Et puis Polydomso est toujours malheureusement porté disparu. Bien, on va aujourd'hui s'intéresser à Jon Jones et à quel adversaire potentiel pour la suite, pour celui qui est considéré par beaucoup comme le greatest of all time, le GOAT. Mais avant, petites annonces et oui d'usage, soirée La Sueur, il ne reste plus que quelques places, lien dans la description, 22 février, c'est soirée Dan Hooker avec le fameux UFC Auckland, Dan Hooker contre Paul Felder, mais aussi bien évidemment le choc Fury Wilder number 2, les places sont dans la description, c'est au Belushi, buffet américain illimité, enfin vous connaissez la musique. Bien, donc pour Jon Jones qui sort d'une victoire un peu étriquée face à Dominick Reyes, on a fait tout un podcast là-dessus, je vous invite à soit l'écouter, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous écouter donc sur iTunes, Spotify ou à regarder la vidéo sur YouTube, qui s'est imposé par décision unanime 48-47, 48-47, 49-46 et surtout le 49-46 évidemment qui choque énormément. Et là maintenant la question c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Jon Jones. Et ce qui est intéressant, si vous regardez bien ce qui s'était passé parce que beaucoup ont comparé le résultat du combat avec ce qui s'était passé pour Georges Saint-Pierre face à Johnny Hendricks, où effectivement il y avait cette usure du champion, c'est Georges Saint-Pierre qui avait plus la même faim, plus la même envie de combattre et qui s'était imposé bon gré mal gré si vous voulez face à Johnny Hendricks dans un combat que beaucoup voyaient en faveur de Johnny Hendricks. Et après ce combat-là, ce qui était intéressant, c'est que Dana White avait complètement, mais là pour le coup chargé un peu Georges Saint-Pierre en disant oui c'est Johnny Hendricks qui aurait dû gagner, c'est Johnny Hendricks qui a gagné, il y a vraiment un problème, d'ailleurs Georges Saint-Pierre a été transporté à l'hôpital, il sera pas disponible pour la conférence de presse, ceci, enfin vraiment un Dana White donc président de l'UFC qui prenait position en faveur de Johnny Hendricks. Là, pour la défaite de Dominick Reyes, il arrivait en conférence de presse, c'est là que c'est intéressant et ça vous donne une idée un petit peu sur la suite pour Jon Jones. Il arrivait en conférence de presse en disant ok, pour moi il y avait 3 rounds à 2 en faveur de Dominick Reyes, qui à peu près tout le monde a vu, mais bon, vous et moi, vous n'êtes pas juges, c'est le job des juges de donner la victoire à un tel, et donc qui sommes-nous finalement pour dire que tel ou tel adversaire, tel ou tel combattant a gagné. Et donc voilà, donc en gros c'est pour lui, Dominick Reyes a gagné, mais bon, Jon Jones finalement reste champion, et puis la vie continue. Et là voilà, et là c'est une grosse indication sur ce que va être la suite pour Jon Jones, et aussi pour Dominick Reyes, c'est que finalement, à mon avis, l'UFC n'avait pas prévu que Jon Jones ait autant de difficultés face à Dominick Reyes. Et là, un peu comme ce qui s'était passé face au combat contre Thiago Santos, où contre Thiago Santos, Jon Jones, pour la première fois, poussé à la décision partagée, c'était là encore imposé. Mais voilà, c'est un combat où on peut, en tant que fan, dire ce serait bien d'avoir une revanche parce qu'effectivement Jon Jones a été poussé dans ses retranchements, sauf que voilà, le président de l'UFC qui est vraiment la voix officielle de l'organisation, on rappelle plus de 3 millions de followers quand même sur Instagram, Dana White, plus que de nombreux combattants. Et quand le président de l'UFC dit ok c'est ça, mais on avance, ça veut clairement dire que pour l'organisation, les plans pour Jon Jones, c'est vraisemblablement en fait en heavyweight, ou même, et c'est là que c'est intéressant ce que l'organisation a fait, c'est qu'il y avait un pseudo, toute proportion gardée, un pseudo tournoi, parce que ce week-end, il y a Blachowicz contre Corey Anderson en main event, entre les deux autres top contenders qui peuvent vraisemblablement prétendre au titre, ou grosso modo, le vainqueur aura droit à goûter à Jon Jones. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Jon Jones aura vraisemblablement le choix entre une revanche immédiate face à Dominick Reyes, le vainqueur de Corey Anderson Blachowicz, ou la montée tant attendue chez les heavyweights. Bien, là, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, en heavyweight, on va dire, c'est un peu mort. Toute la hype autour de ça, quand vous voyez toutes les peines qu'a eu Jon Jones pour mettre Dominick Reyes au sol, et même au regard du combat, les gens, les fans, sont pas emballés à l'idée de voir Jon Jones en heavyweight, parce que bien évidemment, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est pas « Oh, il a roulé sur toute la catégorie light heavyweight », mais c'est « Avec ce qui s'est passé contre un light heavyweight comme Dominick Reyes, qu'est-ce que ça donnerait face à un heavyweight ?» et de surcroît face à Stipe Miocic, parce que Jon Jones l'a dit, il n'a pas besoin de tour de chauffe chez les heavyweight, c'est pas non plus le style de l'UFC. Quand un champion monte ou descend de catégorie, Henry Cejudo, TJ Dillashaw,
Daniel Cormier, Conor McGregor ou Amanda Nunes, c'est directement pour la ceinture, ou même bien avant BJ Penn, c'est directement pour la ceinture. Il n'y a pas de tour de chauffe comme en boxe par exemple. Donc dans ces dispositions-là, c'est très compliqué aujourd'hui d'imaginer John Jones avoir du succès en heavyweight, même si pour ma part, je pense que là aussi tout est une question de timing et John Jones peut très bien, et je pense à mon avis c'est ce qui va être privilégié au regard de la situation heavyweight, où aujourd'hui Daniel Cormier est le challenger. Il doit y avoir cette trilogie face à Stipe Miocic. Il n'y a pas de date de retour pour Stipe Miocic qui est champion, donc on peut vraisemblablement sans trop se mouiller, dire que ce sera vers la fin de l'été, début de l'automne, où il y aura ce combat Miocic-Cormier 3. John Jones, dans ce laps de temps, peut très bien prendre le vainqueur de Corey Anderson-Blachowicz. Il aura tout le temps de refaire un petit peu sa hype, définitivement écraser tout le monde chez les light heavyweight, et ensuite faire sa montée attendue face au vainqueur de Miocic-Cormier, pourquoi pas, lors de l'événement de novembre, le traditionnel événement au Madison Square Garden de New York. Et là, c'est là que je dis, pour moi, c'est une question de timing qui est intéressante, où pour moi, John Jones, par exemple, si vous le mettez face à un Francis Ngannou, c'est très dangereux pour lui. Face à un Daniel Cormier qu'il a déjà battu 2 fois, le mettre face à un Daniel Cormier en heavyweight, c'est dangereux pour lui, surtout que c'est difficile pour lui de faire mieux après ce qu'il a fait au premier combat et au deuxième, où il a quand même fini d'ici. Stipe Miocic, s'il gagne contre Daniel Cormier a dit c'est mon dernier combat après ses retraites, s'il gagne, vraisemblablement quand on regarde les 2 premiers combats, ce sera une guerre où il y laissera un petit peu des plumes. Et si vous prenez ce Stipe Miocic au moment où il continue d'avoir la ceinture, mais où il reste prenable, enfin où il est plus prenable que jamais si vous voulez, parce que à son âge, avec les blessures qui s'accumulent et surtout les guerres qui s'accumulent, Miocic, on va dire, va être de plus en plus abordable pour ses adversaires, même s'il reste à un niveau exceptionnel. Et c'est un peu le moment idéal pour John Jones de dire je vais prendre ce gars-là qui est toujours considéré comme le plus grand champion heavyweight de l'histoire de l'UFC et lui prendre sa ceinture. Un peu, là encore, quand Georges Saint-Pierre a fait sa montée face à Michael Bisping, il y avait eu toutes les discussions, souvenez-vous, vous qui avez suivi tout ça, quand on rêvait du combat Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, mais bien évidemment, il n'y a jamais eu ce combat-là, parce que Georges Saint-Pierre, qui est très méticuleux, très précis dans ses préparations, ne voulait pas prendre un tel risque. Et il a enfin fait sa montée quand Michael Bisping, lui, était champion. Et Michael Bisping, il est arrivé en short notice face à Luke Rockhold, il est arrivé, je ne vais pas dire par hasard, mais on va dire à la base, c'était Rockhold contre Weidman 2. Weidman s'est blessé. Ils ont appelé Papy Bisping à la rescousse, qui a réussi l'upset du siècle, un des gros upsets de l'UFC face à Rockhold, puisqu'il avait vu une tendance chez Luke Rockhold et il a réussi à le mettre KO. Et ensuite Bisping qui a défendu sa ceinture la première fois face à Dan Henderson quand même. Dan Henderson qui était là pour le coup, dernier combat de sa carrière, complètement en bout de course, à 47 ans, et qui s'est pris quand même 2 knockdowns de Dan Henderson dans cette défense de ceinture. Donc pour vous dire que Bisping, il était champion de l'UFC, mais ensuite quand il y a eu Yoel Romero qui l'a call out, Luke Rockhold pour la revanche, ou même Chris Weidman, il a soigneusement évité tous les top contenders pour prendre Georges Saint-Pierre, parce qu'il s'est dit ok, c'est un ancien welter, il monte, mais là je m'égare. Tout ça pour dire que Georges Saint-Pierre, lui, il a fait un calcul qui était simple, qui était de dire ok, là j'ai Michael Bisping. Comme l'a dit Georges Saint-Pierre, c'est une question de stock market, donc vous voyez un petit peu la bourse, le niveau des actions et tout ça. Et il s'est dit, Michael Bisping, il présente l'avantage d'avoir la ceinture middleweight et d'être prenable. Et c'est là qu'il est monté. Et pour John Jones, si Miocic serait champion après une nouvelle guerre et que lui s'est débarrassé de Corey Anderson ou Blachowicz, la montée pour lui peut se faire parce que ça reste un nom et ça reste intéressant. Chez les heavyweight, il y a peut-être cette option-là, éventuellement, ce serait Brock Lesnar. Parce que Brock Lesnar, ça fait très longtemps maintenant, depuis 3 ans, que John Jones cherche ce combat face à Brock Lesnar, qui reste une véritable superstar, et Brock Lesnar veut aussi le combat face à John Jones. C'est un match-up qui est intéressant, parce que c'est vrai que, certes, Brock Lesnar a beaucoup moins d'armes que John Jones, mais comment pourrait faire John Jones face à un pur lutteur de 120 kilos et qui est obligé de cutter pour faire le poids chez les heavyweights? Et c'est là toute la question, et qui serait véritablement intéressante. Et là, pour le coup, ça ferait un premier combat de chauffe, mais un combat qui surpasse presque la ceinture, parce qu'on l'a vu avec Diaz contre Masvidal, ou même
les derniers combats de Conor ou les Conor Diaz. Il y a certains combats aujourd'hui à l'UFC qui sont plus importants que les ceintures parce que vous avez 2 stars et ce qui fait que leur opposition, leur collision annoncée fait que ces combats dépassent purement et simplement le sport. Donc voilà, on va pas tout parier là-dessus, surtout quand on sait que Brock Lesnar n'est pas revenu à l'UFC puisqu'il devait affronter Daniel Cormier pour des questions contractuelles. Eh bien, lui et l'organisation ne sont pas parvenus à un accord. Donc voilà, mais il y a ce petit combat qui traîne là. Donc pour ma part, moi ce que je pense, c'est que avec ce qui s'est passé là, pour Jon Jones, les 2 vraies options, c'est soit une montée directement chez les heavyweights, mais là la question c'est quid de Daniel Cormier, donc ce serait une opération plus compliquée pour l'UFC à mettre en place directement Jon Jones qui monte, parce que dans ce cas-là vous vous dites que fait l'organisation de Daniel Cormier, qui est quand même un des favoris du président de l'UFC Dana White, parce que Daniel Cormier c'est un véritable exemple d'abnégation. Il a surmonté énormément d'échecs dans sa carrière, énormément de tragédies pour ensuite devenir champion light heavyweight, alors que Jon Jones, vous savez, il y avait tous ces déboires, donc ça contrebalançait complètement avec cette image-là. Ensuite, il est monté chez les heavyweights, devenu champion en mettant KO Miocic au premier round, ensuite défense de ceinture face à Derrick Lewis, premier combattant à avoir défendu sa ceinture dans 2 catégories différentes, et ensuite la revanche après la guerre énorme, perdue d'ailleurs, face à Stipe Miocic. Donc voilà, Daniel Cormier, c'est un vrai champion, c'est un vrai aussi ambassadeur du sport, il est commentateur pour l'UFC, bref, il coche toutes les cases. Et alors qu'il lui reste un seul combat à 40 ans passés, l'UFC va bien évidemment honorer Daniel Cormier comme il se doit, qui est véritablement une légende de l'organisation. Donc on imagine mal l'UFC mettre Cormier sur le côté. Il y a Stipe Miocic qui a ses problèmes toujours aux yeux puisqu'il a été blessé lors de la revanche face à DC à cause des eye pokes non intentionnels bien évidemment de Daniel Cormier, et donc là il attend toujours sa date de retour. Peut-être que l'UFC pourrait enlever la ceinture de Stipe Miocic, et là voilà, c'est un petit peu l'autre, si vous voulez, outsider dans les options pour Jon Jones avec Brock Lesnar, qui ferait là pour le coup saliver tout le monde, et qui pour Jon Jones cocherait toutes les cases. C'est la trilogie face à Daniel Cormier pour la ceinture vacante heavyweight. Ça pourrait être possible parce qu'on sait que l'UFC a, quand les champions mettaient un petit peu de temps à revenir, si ça fait plus d'1 an que vous n'avez pas eu Stipe Miocic, qui n'est pas une star énorme aux États-Unis, et qui a la possibilité d'un combat d'ici Cormier 3, l'UFC va pas cracher là-dessus. Donc ça pourrait être aussi une possibilité pour l'organisation de se dire, ok, Miocic, évidemment, tu as le title shot quand tu reviens, mais là, on est obligé de te laisser un petit peu sur le côté, parce que à cause de tes problèmes, on sait pas quand est-ce que tu vas revenir, et donc pour le dernier combat de Daniel Cormier, la ceinture heavyweight, contre son pire ennemi, Jon Jones, ça pourrait être pas mal, et Jon Jones, là, pour le coup, ça l'intéresserait, parce qu'à la différence de faire juste un combat contre Cormier, là, en plus, vous avez la ceinture. Donc il y a l'argent, le rival, la ceinture, pour lui, c'est parfait. Mais niveau, on va dire, calendrier de l'UFC, et c'est pour ça que pour moi, c'est le prochain adversaire de Jon Jones, ce sera le vainqueur de Blachowicz contre le vainqueur de Blachowicz contre Corey Anderson. C'est parce qu'aujourd'hui, vous regardez les cartes de l'UFC avec le rythme d'organisation qui est quasiment d'un événement par semaine, et le deal ESPN, vous êtes obligé d'avoir des cartes qui sont plus aussi denses qu'avant, où vous avez le main et co-main grosso modo qui sont intéressants, et après des combats qui, pour nous en France, où vous dites me lever à 4h du matin pour regarder ça, c'est un peu compliqué, sauf si vous êtes fan hyper hardcore un peu comme nous et où vous tapez la nuit blanche. Donc avec ce calendrier, l'UFC est obligé d'avoir tout le temps des main events, plus au minimum 12 pay-per-view par mois, il faut enchaîner. Et donc là, aujourd'hui, on sait par exemple que en mai, donc en avril, il y a Khabib contre Tony Ferguson, en mai, Cerudo, José Aldo, juin, vraisemblablement Max Holloway contre Volkanovski, juillet, Ousmane contre Masvidal. Et ensuite, voilà, là, il n'y a même pas de date pour Conor McGregor, parce que l'UFC, aujourd'hui, ils sont à, on fait un gros combat par carte, grosso modo. Et donc, ils vont avoir besoin de Jon Jones, ils vont avoir besoin de Conor McGregor, et Jon Jones qui est moins cher que Conor McGregor, là aussi. Donc, pour jouer la montre, l'UFC peut très bien se dire, le pay-per-view d'août, on met Jon Jones, ou le deuxième pay-per-view de juillet, parce que de temps en temps, ils en font 2 en juillet, le deuxième pay-per-view de juillet, on met Jones contre Blachowicz ou Corey Anderson, ça nous donne un peu d'air. Et comme ça, ensuite,
on prévoit les grandes manœuvres pour la montée de John Jones en heavyweight. Parce que là aussi, et c'est pour ça que pour moi, cette revanche contre Dominic Reyes, pour l'instant, apparaît comme hautement improbable dans l'immédiat, bien évidemment, parce que Dana White n'en a pas parlé comme on va faire ça directement. Max Holloway, quand il a perdu sa ceinture face à Volkanovski, quasiment dans la foulée, Dana White a dit on va préparer cette revanche-là. C'est plus ensuite, chaque fois qu'on lui posait la question, c'était oui, ces deux hommes vont s'affronter, et là aujourd'hui on est parti pour une revanche effectivement en juin prochain. Donc voilà, donc là, et puis même d'un point de vue business, un Dominic Reyes qui s'est très bien débrouillé face à John Jones, que beaucoup, dont nous, on pensait qu'il allait avoir énormément de mal face à Bones, il a surpris. Donc pourquoi pour l'organisation qui cherche depuis très longtemps un véritable challenger, et pourquoi pas un nouveau champion dans cette catégorie, après le départ de Cormier chez les heavyweight, et puis Gustafsson, c'était plus ce que c'était, pourquoi pas faire en sorte que Reyes continue un petit peu de se faire un nom, et donc de dire pour se faire un nom, là son prochain adversaire, vous le mettez contre le vainqueur d'Anthony Smith, oui je sais, il faudrait avoir des notes, mais bref, vous mettez contre Anthony Smith un de ces gars-là, un des top contenders, et vous attendez 2-3 combats pour qu'ensuite quand ils reviennent contre Jones, vous ayez une véritable hype, parce qu'il y a un Anthony Smith qui aura explosé absolument tout le monde, Anthony Smith contre Teixeira, qui a explosé absolument tout le monde, et là on se dit peut-être il y a moyen, comme un peu ce qu'ils avaient fait lors du combat, le premier, mine de rien, Gustafsson Jones, où ça avait surpris un petit peu tout le monde, et ensuite ils avaient attendu quelques années pour qu'il y ait ensuite la revanche, et là tout le monde se disait peut-être qu'il va se passer quelque chose, parce qu'effectivement Gustafsson était redevenu ce contender crédible, ou même ce qu'ils avaient fait quand ils avaient fait Anthony Johnson contre Daniel Cormier. Le premier combat, Daniel Cormier s'impose par soumission après avoir été mis knockdown par Anthony Johnson. Ce qui se passe ensuite, c'est Anthony Johnson réentame à nouveau une course à la terreur, si vous voulez, en terminant tout le monde, et ça se termine pour valider son ticket quand même pour le title shot en finissant Glover Teixeira justement en 13 secondes, et là voilà, on oublie carrément la première défaite, et donc ça peut être effectivement une option pour John Jones. Donc voilà, pour ma part, n'hésitez pas vous à dire en commentaire ce que vous pensez pour le combat. Moi, ce que je pense, à mon avis, c'est que ça va être, a priori, Blachowicz contre ou Corey Anderson, bien entendu, contre John Jones à l'été, fin de l'été, fin juillet ou en août, et ensuite cette montée en heavyweight face au champion pour le titre vacant, parce que ça va être un petit peu compliqué là aujourd'hui de vous vendre un John Jones crédible en heavyweight pour l'organisation. Et après, pour la suite, ma foi, j'ai pas... Pour John Jones, mine de rien, là, ce qu'il faut vraiment pour lui, c'est réussir à montrer que le déclin n'est pas entamé, et que tout ce qu'on voit, ce sont des adversaires qui arrivent à se subjuguer et qui sont véritablement brillants. Anthony Smith, après sa défaite contre John Jones, il a battu Alexander Gustafsson, et là il va combattre Teixeira, à lui de montrer qu'effectivement c'est un vrai contender et qui fait partie des cadors de cette catégorie light heavyweight. Thiago Santos, il avait explosé Blachowicz, et contre John Jones, il a surpris là aussi tout le monde en étant sur une jambe. Là on attend qu'il revienne aussi pour voir un petit peu si c'est un déclin de John Jones, ou au contraire qu'à chaque fois il tombe finalement aujourd'hui, et qu'on a bien une renaissance de cette catégorie light heavyweight, parce que les mecs qui l'affrontent, c'est des gars qui sont tout simplement brillants. Et Dominic Reyes, voilà, invaincu en carrière, sorti du KO contre Chris Weidman, donc là aussi pour lui, à montrer un peu ce qui va se passer. N'hésitez pas, vous, à dire ce que vous pensez comme combat potentiel pour John Jones. Évidemment, un rematch immédiat contre Dominic Reyes ferait sens, mais on a bien vu à l'UFC que c'est un sport, mais c'est aussi un business. Et donc l'organisation doit un peu peser tout ça et faire en sorte que quand ils font des combats, ce soit aussi intéressant d'un point de vue marketing. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, la revanche immédiate face à Dominic Reyes paraît un peu improbable. Voilà, on se retrouve très vite avec Rust, avec Polydomso normalement également, pour de nouvelles aventures. Message shout-out à notre sponsor MyProtein, code moins 38% minimum, c'est toute l'année, donc peut-être qu'en ce moment il est à moins 42 ou moins 47%, c'est le code La Sueur, valable sur tout. Et Jetronomy, notre autre sponsor historique de La Sueur, donc en ce moment moins 10% sur tous leurs produits avec le code La Sueur là aussi, donc c'est circuit court,
produit 100% naturel, made in Marseille, on se lave qu'avec ça, et franchement, on apprécie énormément. On a d'ailleurs que des bons retours, et ça fait plaisir pour des produits comme ça. En ce moment, il y a celui Comtesse qu'on aime pas mal, c'est celui, vous verrez, vous irez sur le site et vous essayerez de deviner celui qu'on utilise qui est vraiment pas mal. Il y a aussi leurs soins beauté qui sont top, et puis voilà. À la prochaine, merci du soutien. See you. Swear.